Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Sur ce plateau, nous avons les grands maîtres professeur Théophile Obenga. À côté, on ne peut pas dire les petits maîtres, non, mais à côté, il y a Dr Kabongo Malou. Lui n'est pas égyptologue, mais il est philosophe. On va faire un entretien à bâton rompu. C'est une sorte de discussion. On commencera par les noms qu'on peut trouver dans l'Égypte ancienne, puis qu'on retrouve actuellement dans notre vie normale. On parlait aussi de la philosophie qui était en Égypte, qu'on retrouve aussi dans la vie, dans nos tribus, dans nos peuples. Et avec ça, nous avons Kabongo Malou et le professeur Obenga. Professeur, il y a quand même le nom, je me rappelle, j'avais vu le truc de Cheikh Anta Diop qui avait fait les rapports entre le Wolof et les langues égyptiennes. Est-ce que chez nous ici, tout comme en Afrique centrale, mais en général, on trouve des peuples où les noms ou bien les mots peuvent être aussi, ont été aussi dans la civilisation égyptienne? Oui, c'est intéressant, mais en commençant par le mot Égypte lui-même. Parce que les anciens Égyptiens qui ont bâti les pyramides, ils n'appelaient pas leur pays Égypte ou Égypte ancienne. Ils appelaient leur pays par Kemet, KMT, hein, ou KM. Hein, c'est-à-dire ce qui donne en copte, Kame, Kemi, veut dire noir. C'est ça le mot noir. Or, dans ma langue, kama, le kem, c'est quelque chose qui est brûlé, charbonné, quoi, jusqu'à donner du charbon. Oui. Ouais. C'est toujours ce mot de charbon, de quelque chose de noir, charbon. C'est ça le mot Égypte. Ils appelaient le pays noir. Mais le mot Égypte vient d'où? Ça, ce sont les Grecs qui ont donné? Non, ça, dans leur langue, les Grecs, c'est le mot Égypte. Mais dans leur langue, ils disent nous sommes les habitants du pays noir. Comme pharaonique. Oui, comme tu dis que nous sommes de l'Afrique noire. Ouais. Les gens disent que ils le disent par rapport à la terre qui est au bord du Nil, là, hein, le rivage est noir, et par rapport au désert qui serait rouge. On a dit non, parce que la manière dont c'était écrit, le déterminatif est celui des êtres, de l'humanité, des êtres humains. Donc, en fait, nous sommes du pays noir. Pas parce que le sol est noir, mais parce que les habitants sont noirs. Quand on dit l'Afrique noire, ce n'est pas parce que le sol africain est noir, c'est parce que la plupart des gens qui habitent là de façon naturelle sont noirs de peau. Voilà pourquoi on dit l'Afrique noire. Les Égyptiens appelaient leur pays le pays noir. Pas parce que le pays est noir au bord du Nil, à cause du limon, du sol, non. Ils appelaient leur pays noir parce que ils étaient noirs de peau. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose, ça c'est ça. Le pays s'appelait, les Égyptiens disaient, nous les habitants du pays noir. Comme tu dis, nous les habitants de l'Afrique noire. C'est la même chose. Pas parce que la terre est noire, mais parce que la plupart des gens qui habitent là ont la peau noire. Ils appelaient eux-mêmes comme ça. C'était leur nom, écrit en hiéroglyphe. Ils s'appelaient comme ça. Les nègres, les noirs. C'est comme ça qu'ils s'appelaient. Parfois, ils s'appellent aussi les hommes. Béto Bantou, quoi. Nous sommes les hommes. En Égypte. Les hommes, les remèches. Nous sommes les hommes. C'est-à-dire, souvent, c'est un peu comme considération, quoi. Mais chaque tribu ici africaine se croit un peu la tribu qui est fière, quoi. Ben, nous sommes les hommes. Ouais. Tu vois. Et ils avaient ce sentiment aussi. Mais ils avaient plusieurs manières d'appeler leur pays, ou parfois ils disaient le pays. C'est-à-dire, comme on peut dire Nti, hein, la terre, quoi, Nti. La contrée, c'est des Pende, Ntiaba Pende, Ntia Congo, Bissi Congo, des choses comme ça. Tu vois. C'est la même manière de faire, de se dire, de se comporter. C'est la même psychologie, en gros. Il faut dire que le professeur Obenga a publié en 1993 un livre monumental, fondamental, intitulé Origine commune de l'Égyptien ancien, copte et des langues négro-africaines modernes. Ouais. Donc, c'est d'ailleurs cette publication fait suite à l'argument fondamental que le professeur Obenga a développé lors du colloque égyptologique du Caire, qui s'est tenu en Égypte en 1973. Parce que
comme il avait rappelé lors de ces colloques, où ils étaient ensemble avec Cheikh Anta Diop, pour établir les liens génétiques, culturels entre deux peuples, on estime que la langue est l'élément fondamental. La langue constitue, n'est-ce pas, l'argument de puissance. Et c'est ce que le professeur Obenga avait développé lors de ses colloques du Caire, où il a démontré que génétiquement parlant, toutes les langues africaines modernes se rattachent à un prédialectal qui est du même côté, qui est presque le même, qui est le pharaonique en fait, qui est presque le pharaonique. Et il a établi cette liaison organique qui a démontré l'essence culturelle de l'Égypte ancienne avec l'Afrique moderne. Et aujourd'hui, je crois que peut-être que c'est un débat déjà dépassé. Nous n'allons plus, et on fait le travail le plus technique, que ça c'est un travail hautement technique. Il est égyptologue, il connaît le copte, il connaît pratiquement toutes les langues africaines de Kinshasa, de Congo-Brazzaville. La seule langue qu'il ne maîtrisait pas, comme disait Cheikh Anta Diop, c'était le Wolof. Et c'est sur le Wolof que Cheikh Anta Diop lui-même a travaillé. Donc aujourd'hui, le travail que nous faisons, c'est l'essentiel étant, il n'y a plus, aujourd'hui nous ne discutons pas, je crois que c'est le professeur Obenga est en train de parler de ces choses, peut-être une des dernières fois, parce que ces choses sont déjà devenues des paradigmes scientifiques acceptés opératoires. Personne aujourd'hui ne peut demander à un Africain de démontrer la parenté entre l'Égypte ancienne et l'Afrique moderne. Nous ne discutons plus de ça. Ça a été déjà réglé et c'est peut-être ce qui fait le bonheur de Cheikh Anta Diop et de Théophile Obenga, c'est d'avoir réglé tous les problèmes techniques. Il n'y a plus de discussion sur les problèmes techniques, à savoir qu'est-ce qui nous rattache aujourd'hui à l'Égypte ancienne. Est-ce que l'Égypte pharaonique et l'Afrique noire d'aujourd'hui ont des connivences? Nous n'en discutons pas, parce que ça a été déjà établi de façon magistrale et par le professeur Obenga et par le professeur Cheikh Anta Diop. Au niveau de linguistique, et à deux d'ailleurs, le professeur Cheikh Anta Diop a laissé des notes qui ont été publiées. Son dernier livre, c'est un livre aussi monumental sur l'Égypte, les pharaoniques, les langues africaines modernes. Donc, à ce niveau-là, il n'y a plus de débat, comme ils le disent. Et quel est le débat qui se pose aujourd'hui? Le débat qui se pose aujourd'hui en matière de la Renaissance africaine, c'est justement la réappropriation de notre historicité pharaonique pour bâtir l'État fédéral multinational africain moderne. Comment nous allons nous approprier? Et c'est peut-être ce qui est l'intérêt de ces débats, et que aussi bien Obenga que Cheikh Anta Diop nous ont convaincus que vous devez faire comme les Occidentaux eux-mêmes. Comment est-ce que les Occidentaux eux-mêmes ont construit aujourd'hui ce qu'on peut appeler la culture occidentale? C'est en s'appropriant, n'est-ce pas, des langues égyptiennes, des langues grecques et latines, et en s'appropriant des réalités civilisationnelles grecques et romaines à travers les realia, donc les études civilisationnelles sur le grec et latine. Et nous aussi, nous avons l'obligation de faire ce qu'on appelle les humanités, ce qu'on appelle les humanités gréco-égypto, n'est-ce pas, égypto-africaines, qui se structurent autour du pharaonique, c'est-à-dire l'étude de la langue pharaonique, et qui se structurent aujourd'hui autour de tous les savoirs, de tout ce que les Égyptiens ont fait à travers l'anthropologie, à travers le droit, l'État, tout. Donc c'est cette appropriation-là. Je pose la question au professeur parce que vous parlez un peu de la langue. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'en Afrique, donc parmi les Noirs africains, il y en a qui maîtrisent, pas vous, Cheikh Anta Diop, qui maîtrisent la langue pharaonique? Parce qu'on parle de hiéroglyphes, quand on voit ce sont des petits signes là. Pas de petits signes. Et puis vous, comment vous avez appris ça? Parce qu'il faut quand même, je ne sais pas si vous êtes parti en Égypte faire des recherches, et puis vous avez appris comment il faut les lire. Non, c'est-à-dire que les langues égyptiennes anciennes s'enseignent. S'enseignent, pas partout, hein, parce que c'est un peu, beaucoup de gens n'y vont pas apprendre, mais ça s'enseigne. Et notamment, j'ai appris ça à Genève, puis à Paris.
Donc, C'était des Blancs qui... oui, mais parce qu'ils enseignent, ils forment les égyptologues. Eux, ils forment les égyptologues comme ils forment les juristes, comme ils forment les économistes ou les géographes, en petit nombre, mais ils les forment quand même, comme ils forment les ingénieurs. Donc tu vas à l'école là où ils forment. Et moi, je suis parti à l'école là où ils forment. Voilà pourquoi je connais un peu. Et quand on a volé le feu, maintenant, il y a les grammaires, il y a les trucs. On fait nous-mêmes maintenant. Moi, j'ai enseigné ça à Brazzaville. Mais évidemment, comme si tu fais le droit, tu es vite employé, que si tu fais les hiéroglyphes. Donc, les gens préfèrent faire le droit ou l'économie, la gestion, marketing, des choses comme ça. Donc, tu as peu d'étudiants, l'Égypte aussi ancien. On ne peut pas devenir savant, ça n'intéresse pas. Mais à Paris, nous avons une structure qui enseigne aujourd'hui l'Égyptien ancien. Et c'est celui qui fait ça, c'est un philosophe égyptologue du Burkina Faso, avec autour d'organisations qui retour l'enfant, le fils aîné de Cheikh Anta Diop, Cheikh Mbacké Diop, qui est lui-même physicien nucléaire. Donc il y a les enseignent. Moi j'ai enseigné ça aux États-Unis. J'ai formé le premier docteur noir américain en égyptologie, la langue égyptienne, ça s'enseigne. S'il y a un enseignement ici à Kinshasa, d'une manière privée ou publique, moi je suis de l'autre côté à 4 minutes de la traversée. Ouais. Je peux venir, si la santé est encore solide, je peux venir renforcer l'équipe de temps en temps, enseigner. Mais c'est parce qu'il se pose un problème. On peut enseigner, il faut diffuser, il faut enseigner ça. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est temps peut-être aujourd'hui d'expliquer aux hommes politiques, parce que quand les politiques reprennent les choses à main, ils imposent un peu, entre guillemets, les choses fonctionnent. Par exemple, aujourd'hui, nous parlons en français parce que l'État a imposé la langue française. Oui, l'État peut prendre. De toute façon, ça fait partie des savoirs. Hein, comme on enseigne les langues africaines, on enseigne le français, le grec, le latin, l'hébreu. On peut enseigner l'égyptien ancien ou le chinois, on enseigne. Il ne faut pas dramatiser. Nous, il faut enseigner le chinois. De plus en plus viennent chez nous. C'est un grand pays qui se fait. Il faut connaître un peu la langue chinoise. Hein. Peut-être pas tout le peuple, mais il faut former quelques-uns d'entre nous qui connaissent bien le chinois. Bon, il faut former quelques-uns d'entre nous qui connaissent bien nos langues même. Même que nous le parlons, mais il faut les analyser. Tu vois? Et puis connaître l'égyptien ancien, le grec, le latin, des choses comme ça. Ça se fait. Ce n'est pas dramatique. Mais c'est que l'Afrique encore, son éducation, son système éducationnel, suit un peu les systèmes étrangers. Mais pourquoi vous ne voulez pas changer? Elle suit un peu les systèmes, tu vois, un peu standardisé, quoi. Tu vois. Mais il faut faire, quand on fait en Allemagne, bon, l'allemand n'a pas une petite place. Ça envahit toute l'université. Tout se fait en allemand. Quand en France, le français n'a pas une petite place, tout se fait en français. Tu vois? Or, nous, on doit réserver aussi une grande place à nos réalités africaines. Mais est-ce que professeur... C'est pas ça, tu sais, même le droit, l'anthropologie africaine est minimisée, la sociologie africaine, la linguistique africaine, c'est des petits postes. Mais les autres, c'est l'économie, le droit, des trucs comme ça. On étudie des choses comme ça et on n'étudie pas sa propre société. Est-ce que la géographie africaine, la géographie africaine, si je demande le fleuve Congo, la géographie de ça, tous les affluents qui tombent, leur longueur, leur débit, leur étiage, leur source, on ne sait pas, hein? Mais si je demande si on connaît la Meuse ou la Seine, les gens ils savent. Mais on est indépendant, hein, on ne le fait pas. Ah, mais il faut en parler comme ça on prend conscience aussi. Tu ne peux pas transformer socialement une société que tu ignores aussi. Hein. La psychologie des Quinois, leur psychologie collective, leur conscience collective, leurs désirs. Même si on est comme ça, il y a des désirs. Il y a des vues, il y a des débats, il y a l'orientation, il y a les problèmes. Il faut gérer ça, il faut connaître. Mais on connaît la ville de New York. On connaît les gens, là où ils fument, là où ils font ceci. Il faut faire ceci. Il y a la carte de la ville. Et puis, tout de suite, les maires ou l'État prennent des devants pour régler cette problème trop vite.
il faut enlever cette prison-là, il faut la déplacer, il faut mettre comme ça. Il faut maintenant créer une bouche de métro ici. Il faut maintenant faire un sens interdit parce qu'il y a des choses comme ça. On occupe un espace vide et comme ça, il n'y a pas de progrès. Freddy, tu t'étonnais à ce que les Cheikh Anta Diop et les Obenga soient partis en Occident pour apprendre l'égyptologie. Mais l'égyptologie a été déchiffrée par l'Occident. C'est Champollion, les jeunes, qui a été le déchiffreur des hiéroglyphes. Et donc, les Occidentaux étaient à la recherche d'un espace de sublimation. Mais ce qui est frappant, quand l'Occident est parti, il y a eu des Romains, pardon, quand les Romains sont partis, il y a eu des Arabes. Est-ce que les Arabes n'ont pas appris aussi les hiéroglyphes là? Non, les Arabes ont leur arabe. Arabes. Ils ont l'écriture arabe, ils ont la langue arabe. Bon, ils ont leur civilisation, ils ont leur religion, l'islam, le Coran. Bon, et il y a une idéologie là, il y a une philosophie là. Hein, tout le savoir, c'est dans le Coran, disent-ils, le passé, le présent, l'avenir. Tout est dans le Coran. Donc, tout ce qui n'est pas relève de la culture de l'islam, etc., c'est un peu comme kafir, kafir, étranger, païen. Donc, pour eux, l'Égypte pharaonique, les monuments, ce n'est pas leur culture, ce n'est pas arabe. C'est des choses païennes. Et cette idée a fait que les Occidentaux ont emporté beaucoup de choses, beaucoup de restes. Les statues, les musées du Louvre, les musées de Berlin, surtout de British Museum, ils ont amené tout parce que les Arabes, là, les Turcs, là, ils ne croyaient pas à ça. Mais c'est un Français qui a convaincu le roi d'Égypte, le Khedive, l'a dit, mais il faut être vigilant. Ces choses-là, c'est l'argent. Faites votre propre musée, surveillez vos antiquités, etc. Ils ont compris. Maintenant, l'Égypte antique leur apporte des milliards par an. Est-ce qu'eux-mêmes, là, les Égyptiens, ils reconnaissent au moins que c'était des Noirs ou bien ils sont dans cette logique occidentale que c'était toujours... Ceux qui s'intéressent à ça connaissent. Ceux qui s'intéressent à ça connaissent. Mais, bon, ce n'est pas un problème. Quoi. Pour eux, on ne peut pas en parler. Mais ils connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, bon, ils ne connaissent pas. Mais les savants de Jésus, puisqu'on discute, il y a les livres, il y a tout, ils connaissent. Ils connaissent, mais ils font un peu comme l'égyptologie occidentale. On connaît, mais on ne met pas l'accent sur ça. Moi, quand j'ai étudié ça, à Genève ou à Paris, mais on ne parle pas de la race, on ne parle pas de... Non. On étudie ça comme on étudie le grec, le latin ou des choses comme ça. Ça envoie les incidences. Mais le fait que je sois présent, que des noirs quand même, bon, ça pose des questions, ta présence. Lui, il étudie dans quel intérêt? Est-ce que c'est pour savoir ou pour s'armer pour le combat? Moi, j'étudiais pour m'armer pour le combat. Mais les autres collègues français, ils étudiaient pour étudier. Ils n'étudiaient pas dans la même perspective, si bien que moi, j'ai rapproché ça des langues africaines, comme Cheikh, eux, ils ne pouvaient pas le faire. Eux, ils étudient ça juste objet de musée, ils sont savants, ils lisent les hiéroglyphes, ils étudient, ils ont des colloques, ils ont des congrès. De temps en temps, ils éblouissent le peuple parisien pour faire les musées, des choses comme ça. Mais nous, on n'étudie ça pas pour ça. Nous, on étudie pour, comme a dit le professeur Kabongo, c'est pour nous approprier notre culture, notre civilisation. Au début, il y avait Cheikh Anta Diop tout seul. On l'a pris pour un fou. On l'a opposé, etc. On l'a minimisé. L'Occident a appuyé ça. Tous les africanistes français, les Balandier, les Suré-Canard, les Jean-Pierre Chrétien, les Moni, et tout le monde, tous sans exception, aujourd'hui même, les Madame Claude le Pérou, tous ces gens-là, les Fauvel, tous ces gens ont ridiculisé Cheikh Anta Diop. Mais ils ne suivent plus, parce qu'ils ne connaissent même pas de ce dont ils parlent. Ils ne suivent même plus, et l'Afrique avance. Alors, même Monseigneur Tchibangou à l'époque voulait, avec les Bilolo, qu'on crée un centre d'égyptologie ici avec Cheikh Anta Diop. On va créer à Dakar, il y en a au Cameroun, il y en a ici, on va créer à Brazzaville, ça va se développer. Il suffit qu'il y ait quelques foyers, puis ça va se développer. Mais moi, j'ai comparé avec les langues. L'égyptien ancien et le Yoruba, les langues du Niger, ça a un sens. L'égyptien avec le baoulé de la Côte d'Ivoire, j'ai comparé, ça donne.
avec le Dogon du Mali, ça donne avec le Dagara du Burkina Faso, ça donne avec les langues du Baren Gaza, c'est-à-dire au nord de Juba, au Soudan. J'ai comparé, ça donne. Et ici, puis j'ai comparé avec une langue bantou. Ça marche, donc ça marche avec toutes les langues bantou. Bilo a publié dernièrement un livre, il a comparé avec les Tchoulouba. Ouais. Bilo Mbabing, qui est aussi un grand égyptologue congolais, il a fait la comparaison avec les Tchikam et les Tchoulouba et l'Égyptien ancien. Non, ce qu'il faut dire est que, comme dit le professeur Obenga, l'égyptologie n'a jamais été africaine, en fait. Ouais. Quand les Champollion déchiffrent les Égyptiens anciens, ils découvrent que tous les savoirs occidentaux qu'on prétendait appartenir à la Grèce appartiennent en réalité à l'Égypte ancienne. Ouais. Et ils se disent, voilà, donc la civilisation mère de la civilisation occidentale, ce n'est pas la Grèce, c'est l'Égypte ancienne. Ouais. Et voilà, l'Égypte est détachée du monde noir, l'Égypte est blanche. C'est tout. Ouais. Jusqu'à ce que Cheikh Anta Diop commence à étudier la langue et découvre par un faisceau n'est-ce pas, d'arguments que non, l'Égypte n'appartient pas aux Blancs. Et comme il est le premier égyptologue africain, il dit non, c'est ça la thèse fondamentale, c'est que l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, qui est la matrice de toutes les civilisations, de toutes les sciences, des philosophies et tout, n'est pas blanche. C'est ça la thèse fondamentale de Cheikh Anta Diop. Et il est noir, il est nègre, il est africaine, il est congolaise, brasiloise et tout, autrement que blanche. Et de ce moment-là, tous les intérêts occidentaux entrent en guerre contre Cheikh Anta Diop et détruisent. Enfin, ils n'ont pas détruit la thèse parce qu'ils ne l'ont même pas accepté. Nous sommes en 1949, quand il présente, il s'est fait inscrire à la Sorbonne pour une thèse sur l'avenir de la pensée africaine avec Gaston Bachelard, et une deuxième thèse avec Marcel Guillaume sur qu'étaient les Égyptiens prédynastiques. Personne n'accepte qu'il défende sa thèse. Aucun jury ne l'accepte. Heureusement pour lui, cette thèse serait restée dans les tiroirs si Alioune Diop n'avait pas créé en 1947 les éditions Présence africaine qui vont publier en 1954 l'ensemble des thèses, la thèse principale et la thèse secondaire sous forme d'un grand livre que nous appelons aujourd'hui Nation, nègres et culture. Et ces livres-là démontrent, et Cheikh Anta Diop démontre que voilà, l'égyptologie occidentale affirme que l'Égypte dynastique et prédynastique est une entité blanche. C'est faux. C'est une entité noire. Et voilà les preuves. Et il aligne un faisceau de preuves. Il prend toutes les preuves. C'est-à-dire d'abord c'est que les Égyptiens enseignants, c'est que les contemporains des Égyptiens enseignants. De toute façon, tu es en train de passer l'examen devant les maîtres. Non, mon examen, je l'ai passé depuis toujours. Quand j'ai fait ma thèse, la première copie de ma thèse a été déposée chez Obenga en 1910. Ok, c'est pas grave. Mais professeur, est-ce que vous, dans votre vie, est-ce que vous avez eu aussi à voir cette antipathie de la part de certains occidentaux qui veulent un peu vous faire taire parce que vous remettez en cause un peu toutes leurs thèses? Oui, ça dit que c'est... Il y a aussi les habitudes, hein, tu vois, les paradigmes. On fait comme ça, les ancêtres ont fait comme ça, tous les grands savants ont fait comme ça. Donc c'est établi, la science officielle. Tu vois, les Champollion, les Maspero, les gars de Berlin, les gars de Londres, aux États-Unis, la science occidentale a établi que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu vois, et les étudiants qui viennent, ou le peuple, bon, on suit ce que les gens disent. On dit comme si on nous dit la physique, la chimie physique, le nucléaire se comporte comme ça, la matière, on suit ce que les savants disent. Ou les médecins nous disent que c'est comme ça, on suit, c'est ce qu'ils connaissent. Bon, dans le cas de l'histoire, on suit aussi. Hein? Si on nous décrit l'histoire de Napoléon ou ceci, on suit un peu. Et du coup, les gens suivent, même quand c'est faux, ils suivaient. Or, il se trouve que ce qu'on a dit de l'Égypte antique par rapport à l'Afrique noire, c'est tout à fait faux. Et que l'Égypte antique est... bon, ils connaissent maintenant. Et ils disent, quand on discute avec eux, ils disent, bon, de toute façon, bon, si vous avez raison, mais ce n'est pas à nous de le prouver, c'est à vous de faire votre boulot. Ils disent ça, les professeurs disent ça. Ils disent, oui, vous pouvez avoir raison, mais vous voulez que nous on laisse tout l'héritage, 40 ans, tout ça, on a fait ça. On va dire à vos thèses, faites vous-même vos thèses. Tu vois? Donc, c'est un peu ce débat. Ils ne veulent pas changer par habitude et non par attitude scientifique. Ils ne veulent pas changer. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que
Les Africains ils veulent toujours demander la permission, quoi. Ce que je fais, est-ce que c'est bon? La manière de danser, est-ce que c'est bon? La manière de mettre ma cravate, est-ce que c'est bon? La manière de marcher dans la rue, est-ce que c'est bon? On demande trop la permission pour être l'existence. C'est une existence de permission. Hein? Mais les Américains demandent la permission à personne. Ils s'habillent, ils mangent leur fast-food, et ça, ils font ce qu'ils veulent. Les Français ne demandent la permission à personne. Les Belges ne demandent la permission à personne. Ils font, tu trouves bien leur manière de boire la bière. C'est ton problème. Tu trouves que c'est pas beau, la simple n'a pas, girl miss simple n'a pas bon goût. C'est ton problème. Tu vois? Mais nous, pour boire la bière, il faut demander la permission. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est malade? C'est un peuple un peu qui a subi, qui a été victime et qui a perdu la confiance en lui-même, quoi. Si un noir me dit que ceci, c'est ça, moi, je ne crois pas. Tu vois? Et il faut qu'un blanc dise. Là, je dis, même si c'est faux, hein, je crois. Et le blanc doit révéler nos savants. Hein, comme Modibo Diarra, il fait les calculs pour lancer les vaisseaux spatiaux. Et révélé par les blancs, il dit, ah oui, donc il connaît. Mais tant qu'il n'était pas révélé, il avait toujours la même science. Exactement. Mais on n'y croyait pas. Tu vois, on a besoin trop de permission. C'est ça l'attitude d'un type qui a été vaincu. Même s'il est champion, il faut que le blanc lui déclare que tu es champion. Sinon, il ne croit pas. Lui-même, il ne croit pas qu'il est champion. Il n'a pas confiance en lui-même. Voilà, c'est ça notre malheur. Cette permission. Mais comme les autres aussi savent notre faiblesse, ils ne vous donneront jamais la permission. Ils diront oui, c'est pas fondé, oui, tout le monde n'est pas d'accord, c'est du racisme à rebours, des choses comme ça. Et ça va tout, parce qu'ils le disent en sachant que l'autre a toujours besoin de permission. Comment on ne va pas donner la permission, on n'a qu'à aller se faire voir, c'est tout. Mais vous avez En fait, passé... c'est le problème que pose le professeur Obenga, comme je quand Diop, c'est que les Africains, nous avons en tant qu'Africains subi des traumatismes, de grands traumatismes pendant l'histoire, pendant la traite négrière, pendant la colonisation, et que ce traumatisme continue jusqu'à présent à produire les effets sur nous. Nous avons perdu confiance en nous-mêmes, nous avons perdu la même mise sur notre destin, nous avons perdu tout ce qu'on appelle les capacités fondamentales de l'être humain, c'est-à-dire la créativité. Nous avons perdu notre créativité, et que pour recréer, pour créer en nous, n'est-ce pas, recréer la confiance en nous-mêmes, pour recapturer la confiance en nous-mêmes, il faut nous rattacher à un puissant passé, à un puissant, créer chez nous un sentiment, ce qu'on appelle un sentiment de conscience historique, c'est-à-dire en nous rattachant à un puissant passé, à un passé puissant et long, qui nous permet de faire, n'est-ce pas, une continuité historique, de recapturer le temps, de recapturer notre historicité, et puis d'avoir confiance en nous-mêmes et de nous battre à main égale avec l'Occident. Parce qu'aujourd'hui, comme il l'a dit, l'Occident profite de toutes ces faiblesses, de cette absence d'autonomie de la conscience historique. Nous n'avons pas une autonomie de la conscience politique. Et alors, nous devons nous battre aujourd'hui, et je crois que c'est la bataille la plus importante, pour recapturer notre historicité et créer en nous un puissant sentiment. Je voudrais profiter parce que les profs... Oui, je crois que c'est ça, la vraie bataille, c'est au moins, tu sais, se faire prendre toujours du temps des générations. Au moins, il faut désaliéner les êtres humains. Or, le problème aujourd'hui, il faut désaliéner l'Africain, l'homme noir africain. Il est complètement assez aliéné. Il faut le désaliéner. Et une fois qu'il est désaliéné, vous allez voir, il va faire des miracles. Il va devenir un prométhée. Il y a un colosse qui dort, comme dit, il y a un colosse qui dort, et ces colosses, il faut les réveiller. Il faut les réveiller en lui rappelant, en disant des bonnes choses sur lui-même, parce que c'est ça le problème chez nous, est que nous n'avons pas à inventer une histoire. Il est là, il est grandiose, il existe. Nous n'avons pas à l'inventer. Avoir créé la première civilisation humaine connue, la civilisation soudanaise nilotique, avoir créé la plus brillante civilisation humaine de temps proto-historique, la civilisation égyptienne, ce sont des choses sur lesquelles autour desquelles nous devons parler, nous rappeler tout le temps. Et avoir dans notre espace qu'on appelle les grands lacs africains, avoir produit le premier être humain, même si c'était, comme dit C42, nous ne pouvons pas apporter un honneur trop important, parce que ce n'est qu'un effet de la géographie, n'est-ce pas?
si l'Occident, il y avait un peu de soleil en Occident à ce moment-là, peut-être que l'être humain pouvait naître en Occident. Ok. Mais il n'y avait pas de soleil, il n'y avait que des glaces, et la vie était impossible. Mais prof, Donc, tout ça, non, Freddy, c'est c'est important. important, Oui. mais pour qu'on puisse un peu voir, parce que ça c'est chez nous aussi, parce que le prof a donné cours à l'université en Amérique, il vient de dire que la Non, d'abord donné les cours à Lubumbashi. Oui, ça c'est bien connu, mais nous parlons un peu de la diaspora noire. Mais je voudrais savoir quelle est l'attitude de Nord-Américains face à ce discours qui est développé par Cheikh Anta Diop et vu par vous. Ah, ils sont plus enthousiastes que nous. Parce que tu sais, l'oppression en Afrique est moindre maintenant. On est indépendant, on a l'État, on se croit libre, quoi. Donc, bon, c'est un peu, on croit qu'on a une conscience des aliénés, bon, un peu, tu vois. Mais là-bas, ils sont sous pression. Le racisme est quotidien. Donc, ils ont plus besoin de se connaître eux-mêmes que nous avons besoin de nous connaître nous-mêmes. Donc, là-bas, ils accueillent le message avec un enthousiasme incroyable. Incroyable. Est-ce que vous les voyez dans leur vie de tous les jours, à travers les musiques, à travers la Oui, musique? ils ont des associations. Mais d'abord, ils ont créé un courant de pensée, un très grand courant de pensée qu'on appelle afrocentricité, avec le professeur Mole Fiketa Sante, Amamazama, et tous ne citent que deux noms. Afrocentricité signifie que la pensée de Cheikh Anta Diop et d'Obenga est au centre de notre vie. C'est ça la définition qu'ils donnent eux-mêmes. Et Mole Fiketa Sante, il n'est pas n'importe qui, c'est des grands maîtres en Amérique, ils enseignent dans de grandes universités, font des conférences partout. Et donc, aux États-Unis, comme dit le professeur, il y a eu beaucoup plus d'enthousiasme. Et je crois que c'est pour cela que les Noirs américains, ce sont des aliénés mieux que nous avant. Ils sont des aliénés. Ils ont compris et ils en ont fait une façon de vivre l'afrocentricité. Et aujourd'hui, tout ce que les Occidentaux écrivent, c'est pour critiquer le Mole Fiketa Sante, parce que Mole Fiketa Sante, lui, est radical. Il dit, nous ne discutons pas de ce que les Blancs disent de nous. Bien sûr. Nous ne parlons que de nous-mêmes, par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Vous avez aussi des professeurs, paraît-il, qui vous êtes radical, vous n'avez pas de compromis. C'est cette question-là. Non, mais parce que les compromis ne servent même pas celui qui est en face de vous, encore moins vous-même. Alors pourquoi faire? Pour lui faire plaisir, ça ne lui dit rien. Tu fais des compromis, tu dis oui, d'accord, ça ne lui dit rien, il se moque. Et bon, à quoi bon de se moquer, faire les compromis? Bon, si vous faites, vous n'avez pas d'avantage aussi à le faire. Et puis donc, de toute façon, une solution de compromis, c'est-à-dire de demi-mesure, de peur, ça traduit plutôt la peur, l'hésitation, le manque de confiance. C'est un compromis dans ce genre de problème. Il n'y a pas de compromis parce que sinon, c'est aussi du mensonge à la longue. Vous êtes né dans tel endroit, hein, bon, vous êtes né au Kassai, vous avez grandi là-bas. Je dis que non, vous êtes né à Bujumbura, bon, même si c'est l'Afrique, je change le paradigme. Et vous allez accepter quand même que vous n'êtes pas né à Bujima, vous êtes né à Bujumbura, ce qui est faux. Et c'est un compromis. Ça ne va pas. C'est le mensonge, le compromis dans ce cas. Donc, vous voulez dire que tous les Blancs disent le mensonge? Il n'y a personne qui dit la vérité? Oui, pour l'Afrique, oui. Pour l'Afrique. Aucun ne dit la vérité? Non, aucun, absolument aucun. Et je peux le prouver A plus B. Oh, prouvez-le, professeur. Prouvez-le qu'ils disent tous des mensonges. Mais tous. Tous, ça, tous, sans exception. Donc il n'y a pas d'égyptologue qui pense... non, mais je peux prendre les égyptologues. Non, il n'y a aucun égyptologue qui a dit que l'Afrique, l'Égypte antique était noire, si les gens sont noirs. Ils ont dit que... non, mais ils ont dit que c'était une race méditerranéenne brune. Oui. Bon, ils ont dit que... Et que les pharaons anciens étaient une langue sémitique. Oui, une langue sémitique. Ils n'ont pas reconnu tous. Peut-être Champollion, hein, qui a dit que ce n'est pas une langue sémitique. Il a dit que ce n'est pas une langue sémitique. Mais son frère, après Champollion Figeac, lui, est revenu sur ce que son frère, qui était le plus grand génie, a dit, pour dire non, il s'est trompé. Même au Caire, là, c'était le débat. Sonoron, le professeur Serge Sonoron, un grand égyptologue français, pendant les pauses au Caire, il m'a dit que vous avez raison, il faut travailler du côté des langues africaines. Mais il fallait le dire en public. Il n'ose pas dire ça en public. Non, parce que les autres vont dire, mais comment tu trahis la cause? Tous, ils sont tous, enfin, comment dire, c'est peut-être pas menteurs au sens...
C'est instinctif, hein, c'est instinctif. Mais, C'est prof, instinctif. parce que, On dit, les pesanteurs qui pèsent sur nous en tant qu'ex-colonisés pèsent aussi sur l'Occident en tant qu'ex-colonisateur. Oui, bien Quand le sûr. professeur Moumouni fait l'étude du portrait du colonisateur, on fait aussi l'étude du portrait du colonisateur. Ouais, il, ouais. il ne peut pas se départir de ces complexes de supériorité Ouais, qui ouais. constituent sa vie pendant 10 siècles. Ouais. C'est pas facile. Ça lui a facilité la vie de nous coloniser, Ouais. de nous exploiter. Ouais. Maintenant, la décolonisation que nous voulons ici, c'est-à-dire à savoir avoir les mêmes, avoir notre propre perception Ouais. positive. Et il ne peut pas l'accepter parce que ça signifie que nous allons leur couper les vivres. Oui, oui, Nous pour allons dire que décoloniser. non. Oui, Oui. oui. Nous sommes décolonisés, nous. ouais. Hein? Mais la colonisation, c'est le lien, l'esclave et le maître. C'est ça. Hein? Nous sommes décolonisés. Mais le colonisateur doit aussi décoloniser. C'est ça. Or, ce n'est pas son cas. Lui ne l'est pas. Professeur, je pense qu'on avait parlé un peu de Black Athena, là. Est-ce que ça, quand tu dis Black Athena, ou bien la terre noire, ça signifie que c'était les noirs qui étaient là-bas, ou bien c'était la pensée noire? Non, Black Athena, j'ai discuté avec Bernal. Bernal, oui, Bernal, J'ai oui. discuté avec lui. Il m'a abordé au cours d'une conférence en Floride. On a sympathisé, on a pris des photos ensemble. Je lui ai posé des questions. C'est presque le neveu de Gardiner. Ah, donc là, la pensée déjà orientée. Non, il Non, est le Gardiner, c'est un grand égyptologue. Ouais. Donc c'est un monsieur qui est bien. Mais lui, il a montré que on a faussé l'histoire de la Grèce. L'Occident a faussé l'histoire de la Grèce. Il s'appelle Bernal. Bernal, oui. Martin Bernal. Martin. Il a dit que l'Occident a faussé l'histoire de la Grèce. Il a essayé de faire la démonstration. Les savants allemands ont fabriqué une Grèce à eux. Tout le monde, parce qu'ils voulaient s'approprier cette Grèce-là. Il a trouvé que c'était... et qu'il y a des racines de la civilisation grecque sont des racines asiatiques ou africaines. Ça n'a rien à voir avec une civilisation qui n'est pas née du néant. Bon. On a traduit le livre en français. Il m'a dit que les éditions blâmaient les gens qui avaient traduit en France, pour te dire. Donc, ils n'étaient même pas contents qu'on traduise Bernal en français. Il a 3 volumes, ils ont fait peut-être 1 ou 2. Le reste, là, le dernier en linguistique, ils n'ont pas traduit encore. Voilà, on n'invente rien, on n'a pas de mépris ou de haine ou de comme ça. L'Occident, que ce soit cette génération passée, la génération actuelle ou la génération future, ce n'est pas la peine de discuter avec eux vos affaires intimes, votre histoire, vos langues, votre civilisation. Les Noirs peuvent les faire, peuvent l'étudier. Leurs livres, il faut simplement les garder dans les bibliothèques pour souvenir, ou mieux les brûler, parce que ça ne sert à rien. C'est tout. Et comme ça, ils vont changer. S'ils ont un faible devant, ils se croient toujours fort. Mais s'ils ont une force devant, ils diront, bon, on s'est trompé, ce n'était pas comme ça, et discutons à nouveau, bâtissons de nouveaux paradigmes. L'Occident a besoin de ça. Mais quand il vient, il trouve notre faiblesse. Il dit, bon, écoutez, ils n'ont qu'à rester faibles. Entre-temps, je prends leur mine et tout. Mais s'il trouve qu'on est fort, il va dire, bon, écoutez, on discute. Il ne critique plus les Chinois. En France, personne ne dit les chinoiseries. Non. On ne dit plus ça. Parce qu'ils sont puissants. Oui, on respecte les Chinois, on discute affaires avec eux. On dit plus les Shintok, les chinoiseries. On ne les méprise plus. Parce qu'ils trouvent que non, respectons-les. Et tu vois, on introduit le respect. Mais chez nous, le respect est exclu, on n'introduit pas le respect. On dit que tout est grave en Afrique. Vous ne respectez pas les droits humains, c'est extrêmement grave. Vous ne respectez pas la bonne gouvernance, c'est extrêmement grave. Vous êtes corrompus, les seuls corrompus au monde, c'est nous. Bon, y a que tout ce que nous faisons est mauvais. Alors quand tu vois les procès qui se passent aux États-Unis, c'est les plus voleurs, les plus corrompus, c'est les gouvernements occidentaux, les plus corrompus de tous les corrompus de la terre. Il faut voir ce qu'il faut en Italie, les Berlusconi, tous. Un chef d'État africain fait ça, va faire des surprises, partir avec des prostituées. On ne dit rien, on l'appelle cavaliero. C'est très fier. Mais quand c'est nous, mais c'est ça la faiblesse africaine. Ouais. Là-bas, c'est fiero, c'est un cavaliero. Mais quand c'est nous, on dit, oh, C'est sida. c'est le sida, ils sont dans la boue, Ils sont ils méprisent. Là-bas, il n'y a pas de droit. Ils ont les masses,
les masses de l'État aussi, les radios, télévisions de l'État, qui mettent leurs parents ou leurs amis et tout cela. Mais on n'en parle pas. Ici, dès que tu fais dire oui, le chef d'État a pris tous les masses médias, il met ses parents. Mais eux, ils le font là-bas, tout le temps. Donc, je crois que même le dialogue avec l'Occident, il faut rompre, c'est même pas la peine. Cette colonisation nous a rendu de mauvais services. Il faut nous guérir, il faut les guérir aussi. Il faut couper, c'est même pas la peine qu'ils ne viennent pas en Afrique. On n'a pas besoin d'eux sur l'Afrique. Ici, sur le continent, on n'a besoin d'aucun Occident. Ils ont la même, tout le monde fait la technique. Vaut mieux faire avec les Russes, avec les Indiens, avec les Chinois. Hein. Vaut mieux. Hein. Vaut mieux. Il ne faut pas faire avec eux. Mais ils vont faire la guerre. Oh, mais la guerre, ils ne sont pas les plus forts. Tout le monde a le nucléaire. Les Chinois peuvent nous aider. On fait la guerre. Aujourd'hui, la guerre, il parle. Il va attaquer qui? La guerre se fait maintenant dans les pays entre nous, là. Mais en Europe, la guerre est exclue. Hein? C'est entre nous, là, les petits pays, là, on n'est rien. Mais, on nous manipule. Oui, on les manipule. Mais si il faut s'allier, avec... moi, je crois que les peuples qui n'ont pas de tradition de colonisation en Afrique, c'est encore le dialogue est possible. Mais les peuples qui ont une tradition de colonisation, tu as beau faire, c'est trop fort, plus fort que nous, plus fort qu'eux. Il faut rompre avec eux, c'est tout. Il ne faut pas qu'ils viennent chez nous et que même qu'on n'aille même pas là-bas, on s'en fout. Je dis, le problème qui est là est que le comportement méprisant des Occidentaux à l'égard des Noirs n'ont pas changé. Il y a quelques siècles, on prenait par exemple un Congolais qui s'appelait Otabengue, a été promené aux États-Unis dans les musées. On disait que c'était un animal. C'est un Congolais, Otabengue, qui a été promené comme ça aux États-Unis pendant des années et des années. Il est mort, il s'est suicidé d'ailleurs. Comme un grand biologiste français, Cuvillier, avait pris en otage une femme sud-africaine. Ouais, j'ai vu la venue Sotanto. La venue Sotanto a avec été des fesses, gardée. tout ça. Oui, on a trituré son sexe, on a mis dans les bocaux. C'est ça. Et quand l'Afrique du Sud indépendante a demandé qu'on donne le squelette de la venue Sotanto, Madame Bergman, hein, le bocal que nous, on voyait bien au musée d'histoire naturelle à Paris, au jardin. Hein, au muséum d'histoire naturelle, le bocal de son sexe, de cette femme-là, est prélevé par Cuvillier. Un des grands biologistes français. Oui, oui. Le créateur même de l'anatomie comparée, c'est Cuvillier. Et brusquement, le bocal a disparu. Mais on a pris les restes, on a enterré officiellement avec honneur national, etc., les restes de cette femme-là, mais qui était objet de musée. Du musée. Et comment veux-tu, quel droit, quelles sont les ONG qui ont condamné ça? On prend un être humain, on met dans des cages, on paie les billets pour aller voir ses formes physiques, son sexe, ses fesses et tout. C'est ça que les Blancs ont fait. On a attendu jusqu'à sa mort pour couper son sexe et l'exposer pour dire que la pensée africaine n'est que dans le sexe. Ouais. Voilà comment le sexe est coéminent. Donc c'est cette même attitude. Est-ce que tu vas discuter avec les gens comme ça? Est-ce que, professeur, est-ce qu'il n'est pas actuellement, il est temps qu'on fasse cette relecture de l'histoire? Il faut faire la relecture. C'est honteux ce qu'ils ont fait. Honteux. Honteux. On ne peut pas. Et aux États-Unis, ils ne sont pas contents. Ils ont beaucoup réagi sur cette affaire. Des Noirs américains? Bien sûr. Bien sûr. Ils ont beaucoup réagi. Donc, en Afrique, personne n'en parle. Non, mais l'Afrique... non, mais l'Afrique, parce que le maître dit qu'il ne faut pas parler. Bon, on ne parle pas. Le maître va te supprimer les aides. Il vole les biens chez toi et il dit qu'il te donne les aides. Tu as déjà vu un voleur aider quelqu'un? J'ai jamais vu. Moi, je suis voleur chez toi dans ta maison. Je prends tes chaussures, tes chemises, et toutes tes assiettes et tout, et puis je vais t'aider. De l'Afrique, hein, qui prennent l'uranium, qu'ils prennent toutes les mines, et tout. Ils ne peuvent pas aider, ils ne peuvent pas aider. Il faut une
Maintenant, ils peuvent abolir ça du jour au lendemain, ils ne seront pas plus pauvres. Ils disent, bon, vous ne payez plus vos dettes. Ils peuvent le faire. Et puis, quand ils le font, tout de suite, il y a un grand projet. Vous allez faire Inga, on va vous aider à faire Inga, mais vos dettes sont abolies. C'est faux. Tant pourra faire un dialogue nouveau avec l'Occident. Mais tel que c'est fait là, ils ont toujours l'instinct de dominateur instinctif. Même les enfants qui naissent aujourd'hui, ils ont l'instinct dominateur, instinctivement. On ne voit jamais un intellectuel africain, un chef d'État africain, un officier africain, jamais, jamais, au grand jamais, il sera considéré comme un être humain en Occident. Jamais. On a beau lui faire les tapis rouges, des choses comme ça. Après, vous avez... Mais c'est comme... Avec la colonisation. Une classe d'hommes à la conscience hétéronome. En fait, la majorité des dirigeants africains aujourd'hui marchent de cette classe-là. C'est-à-dire des gens qui dirigent l'Afrique non pas en fonction des intérêts occidentaux. Parce que nous allons faire ceci. Au Congo, Kinshasa, que ce soit, je ne sais pas moi, dans quelques rares pays, sauf peut-être chez Mugabe, tous les espaces africains sont gérés en fonction des intérêts occidentaux. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais beaucoup de terres africaines ont été déjà vendues aux multinationales occidentales. On se demande parfois pourquoi il y a des guerres du côté du golfe de Guinée, partout là-bas. C'est parce que beaucoup des espaces maritimes ont été vendus en de l'histoire africaine. Quand nous disons l'appropriation de notre historicité, capturer une nouvelle conscience politique et sociale, pour récapturer l'autonomie de la conscience politique africaine, c'est-à-dire la capacité de tout être humain de prendre en charge son destin, de gérer son pays, son espace en fonction des intérêts. Bien sûr. Immédiat des cette autonomie de la conscience politique, nous nous en sortirons pas. Nous aurons toujours des dirigeants politiques qui affectent toutes les ressources. Mais, pour terminer... Non, mais vous donnez l'impression qu'on exagère. Bon, peut-être, mais citez-moi
Une seule chose bonne que l'Occident est en train de faire aujourd'hui en Afrique noire, une seule chose bonne. Une seule. Il n'y en a pas. Il pollue tout le golfe de Guinée. Les milieux terrestres, les milieux aquatiques sont pollués. Et personne n'en parle à Rio de Janeiro. Là. Personne. Et les pollueurs, les pétroliers ne savent pas. Donc, c'est normal jusqu'à ce que ça soit bousillé complètement. Professeur Bassoumas, pour terminer d'abord, L'Afrique noire, l'un des meilleurs. Et les Africains doivent le soutenir parce que tout l'Occident a une haine monstrueuse contre Mugabe. Mugabe ne dirige pas la Grande-Bretagne, Mugabe ne dirige pas le Royaume-Uni, Mugabe dirige un pays africain. Les Africains lui font confiance. Il y a des problèmes. Ils savent qu'ils sont grands pour régler avec l'opposition, avec tout. C'est tous des fils du Zimbabwe. Ils savent comment faire. On n'a pas besoin de recevoir les leçons des gens qui vous ont méprisé pendant des siècles. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux là-bas? Pour qu'ils ne traitent pas bien les Noirs qui sont en Grande-Bretagne là-bas. Il y a des Noirs là-bas, non? Ils sont logés, ils ont les emplois, on les respecte, on les tue, on les bousille. Vous avez bien vu, non? On les a tués quand il y avait des trucs là. Non, c'est Mugabe, c'est un homme indépendant, etc. Mais l'Occident veut sa mort. On s'acharne sur un individu comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas les terres aux petits blancs qui ont détruit même le Zimbabwe en question. Et ça devient un crime. Il faut que l'Afrique résiste. Si on était même brave à Addis Abeba, l'Union africaine, on doit même rendre hommage à Mugabe. Et les autres allaient reculer. Je profite pour poser la toute dernière question. Mais quelle est votre lecture de la gestion, du fonctionnement de l'OIOA, l'Union africaine? Comment vous voyez cette union? Non, c'est que on demande un peu à l'Union africaine des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que, curieusement, c'est une structure administrative et on veut leur confier des fonctions, des responsabilités politiques. Et ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas faire. Parce que qui va obéir à Ping? Qui va? Quel État? Il ne peut pas donner une amende à un État. Ils n'ont pas de pouvoir politique. On n'est pas obligé d'obéir ce qu'on décide en commun là-bas. Il n'y a pas de sanctions. C'est un truc là où on va comme ça, c'est purement administratif. Ça ne fonctionne pas. Ça sert même à rien réellement. Il faut créer une structure politique qui dirige. C'est ça l'orientation de Kwame Nkrumah. Mais depuis, comme on a peur de perdre notre indépendance individuelle, de nos petits États-là, bon, on fait une structure inoffensive, administrative. Et quand Kadhafi a proposé de faire l'autorité africaine, qui serait une structure supranationale, avec quelques pouvoirs sur les États africains, personne n'a accepté. Donc, et puis on l'a tué. On l'a tué. L'OTAN et la France, Sarkozy, ils ont tué Kadhafi. C'est un assassinat. Mais aucun Africain n'a... Mais les droits humains, ils savent ça. Mais ils savent, mais les Africains ont fait quoi quand on... Non, mais les droits humains, mais pourquoi ils ne s'acharnent sur nous? Les droits humains là sont faits pour les chefs d'État africains ou pour les Africains. Les droits humains là. On nous condamne seulement nous. On ne condamne pas les Blancs qui outrepassent les droits humains. Sarkozy a tué Kadhafi. L'OTAN a tué Kadhafi. Un chef d'État africain qu'on prend, qu'on bombarde, qu'on tue, et puis on fait le scénario qu'il a fui dans les caves, qu'il a fait au XXIe siècle, mais c'est un crime monstrueux. On l'a même torturé avant de le tuer. On ne peut pas faire comme ça. Et la CPI a fait quoi? Et les ONG ont fait quoi? Et les humanitaires ont fait quoi? Il ne faut pas croire à ces blagues-là. On ne peut pas tuer quelqu'un pour la politique, arrêtez-le, mettez en prison, mais tuer un être humain, froidement, dans ces conditions, comme un animal, et puis l'exposer pendant des jours entiers sur une natte, comme un spectacle. Mais où est la dignité humaine? Et qui a parlé? Ok, donc merci. Vous n'allez pas terminer parce qu'il faut que tu dises deux mots.
c'est-à-dire la construction d'un État fédéral d'Afrique noire répond à la nécessité d'assurer la sécurité aux Africains et à leurs biens. Parce qu'en fait, c'est ça l'argument sécuritaire. Aucun pays africain, tel que nous sommes ici, les 53 pays africains, aucun pays africain. Ok, il y aura un débat. Les maîtres a déjà parlé, il faudrait que les autres poursuivent le débat. Donc la sécurité, oui. Ok, je pense que ça c'est un débat qu'on va faire prochainement. Pour le moment, on met fin à notre entretien. Je pense que c'est une occasion du fait que les maîtres passés ici. On est très, très, très contents. Nous espérons que les Congolais qui ont suivi vont retenir. On ne nous a pas créés pour être dominés. Au moins, ceux qui ont l'expérience nous essayent un peu de nous expliquer. En tout cas, professeur, on tient beaucoup à vous remercier. Et on vous souhaite un bon retour au village du Congo, parce que l'Afrique, c'est un grand pays. Il y a plusieurs villages. Et prochainement, nous espérons aussi, si vous avez encore le temps de passer à Kinshasa, pour avoir des entretiens avec d'autres journalistes, d'autres intellectuels, afin que les idées restent. Et nous espérons que l'Afrique va s'en sortir et devenir une grande puissance d'ici peut-être 20 ans, 30 ans, comme les autres. En tout cas, messieurs, mesdames, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec le professeur Obenga. Nous espérons que vous avez très bien suivi. Et nous espérons aussi que vous avez très bien retenu. L'histoire est en train d'être écrite. Peut-être d'ici 20 ans, 30 ans, on pourra se référer à ces écrits. Une fois de plus, merci. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bonsoir, docteur Kabongo. Bonsoir. La télé. Salut, le professeur. Salut un peu. Non, non, c'est Baby